Nous allons maintenant, passer par plusieurs domaines d'activité et évidemment, cela n'a échappé à personne. Le monde bancaire est lui aussi en pleine évolution. La performance des machines dans le domaine de la finance et en particulier dans la gestion s'accroît rapidement. Pour en parler aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Monsieur José-François Cierdeau, qui est directeur général à la Banque cantonale vaudoise. Bonjour. Je crois que ça fonctionne. Très bien. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir d'être ici, bien sûr, pour traiter ce sujet hautement d'actualité. Et j'aimerais féliciter et remercier Madame Claire Baribeau, la directrice, Monsieur Philippe Dugerdil, qui est un ami de longue date, de m'avoir invité, puisque je pense qu'il est important de pouvoir traiter de ce problème de manière transverse, c'est-à-dire de mettre ensemble à réfléchir aux impacts de demain, autant le monde académique que le monde politique et le monde, évidemment, des entreprises. Donc cette opportunité, on l'a aujourd'hui, et je pense qu'il est bon qu'on puisse partager nos solutions et nos visions sur l'avenir. Donc avant de parler d'avenir, je crois qu'il y a un prompteur ici, voilà. Avant de parler d'avenir, j'aimerais revenir rapidement sur, puisque je crois qu'on l'a vu avec notre futurologue, il faut toujours revenir en arrière pour savoir ce qui s'est passé. Revenons simplement pas 44 000 ans ou 5 siècles en arrière, mais juste 100 ans en arrière. Et prenons par exemple, je ne sais pas si ceci fonctionne ou si j'ai le même problème. Oui, oui, c'est bon. Je ne sais pas si encore des personnes se rappellent du métier de colombophile. Ou si ça... Le métier de colombophile dans les télécommunications, c'était finalement des dresseurs de pigeons. Et il y en avait pas mal au début, dans les années 1900, finalement, qui dressaient des pigeons pour passer des messages. Et ces messages, bon, évidemment que vous les voyez, c'est dans le domaine militaire ici, mais il faut être clair avec vous, à l'époque, les pigeons transportaient des informations de bourse et des cours de bourse d'un endroit à un autre. Exactement, merci monsieur. Donc, comme vous le voyez, j'entends, ça c'était les télécommunications il y a une centaine d'années. Entre deux, vous connaissez, Fernand Reynaud en a assez parlé, j'entends l'opératrice de téléphone qui en fait, avec l'évolution du téléphone, a commencé effectivement à développer cette thématique. Et plus tard, évidemment, on a tous ces iPhones avec nous et ces autres appareils qui nous permettent aujourd'hui de communiquer à distance. Donc, simplement par cet exemple, juste de montrer que la thématique dont on traite aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle, et qu'en fait, nous avons vécu dans les télécommunications, sur 100 ans, une transformation totale, qui continue à se transformer d'ailleurs, avec, entre autres, la disparition, on le verra tout à l'heure, de certains métiers, on l'a vu, et la création de nouveaux métiers et d'autres compétences. Voilà pour les communications. Donc, il est clair, et vous le voyez ici, et c'est qu'une petite partie, l'intelligence artificielle est absolument dans tout, dans tous les domaines. Tout est touché par l'intelligence artificielle. Si on fait un zoom, par exemple, et je crois qu'on en parlera tout à l'heure avec le prochain intervenant, si on fait un zoom sur la médecine, IBM a annoncé il y a quelques semaines, finalement, que Watson serait à même de mieux pronostiquer des problèmes cardiaques et des maladies cardiaques qu'un spécialiste, ou qu'on serait à même de pouvoir beaucoup mieux pronostiquer des cancers du poumon qu'un spécialiste. Et on est tous conscients pourquoi, finalement, c'est cette capacité à stocker des données, à pouvoir comparer des données, à pouvoir, j'entends, ingurgiter des études, ce qui est impossible pour un spécialiste qui, finalement, en dehors de sa journée de travail, ne peut peut-être que lire un article par jour ou voir un livre par semaine. Donc voilà ces capacités énormes qui permettent de transformer totalement une industrie comme celle-ci. Un autre exemple, peut-être moins, on va dire, pratique. Il y a quelques semaines, à Dubaï, s'est tenue la première course de Formule 1 autonome, sans pilote. Donc, bon, je ne peux pas parler ici de l'intérêt, je ne sais pas s'il y avait des spectateurs. Ce qu'on peut dire, en tout cas, ou si les spectateurs étaient des robots, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a qu'une des voitures qui est arrivée à la fin. Et puis, on ne sait pas, en tout cas, l'histoire ne le dit pas, c'est si ces voitures étaient plus rapides que des voitures pilotées ou pas. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que même dans la Formule 1, vous voyez que la Formule 1 se transforme, et puis qu'on en arrive à des solutions autonomes. Alors ça, c'est dans le domaine général. Maintenant, on m'a fait venir pour parler plutôt de la banque et ce qui se passe dans la banque. Alors, est-ce que finalement l'intelligence artificielle touche la banque aussi? Alors, comme vous pouvez voir ici, on a à peu près le même panel de sociétés ou de fintech
ou d'entreprises qui sont actives dans tous les domaines bancaires au jour d'aujourd'hui. On a vu qu'on est vraiment touché par cette thématique, et c'est le cas, vous le voyez. Alors si je fais un zoom, puisqu'en fait là on voit tous les domaines bancaires, je fais un zoom par exemple sur la partie crowdfunding ou finalement financement participatif, qui sont en fin de compte des plateformes qui permettent à des personnes qui veulent développer des projets ou qui veulent pouvoir avoir des fonds pour développer des idées ou des entreprises, d'avoir accès à un grand nombre d'épargnants ou d'investisseurs qui sont prêts, eux, à mettre des petits ou des plus grands montants pour pouvoir financer un projet. Et là, clairement, vous comprendrez que comme banquier, on suit ça de très près, parce que ce que ça veut dire désintermédiation des banques. On pourra en parler plus tard, mais quelque part, c'est un élément qu'on suit de très près. Un autre élément dont on suit, c'est évidemment, et ça touche beaucoup Genève, hein, avec tous les banquiers privés qu'on trouve à Genève, c'est évidemment la gestion de fortune. Gestion de fortune avec énormément de sociétés qui sont actives dans la... Je reviens en arrière là, attendez, voilà. Dans la gestion de fortune, avec énormément de sociétés qui travaillent, j'entends, à la gestion, avec des algorithmes, j'entends, qui permettent de répliquer des performances. On est toujours sur cette thématique. Est-ce que réellement un gestionnaire de fortune arrive de manière constante à générer de l'alpha, ou finalement, est-ce que ce sont les machines qui sont meilleures que le gestionnaire de fortune? Vaste débat. Ceci étant dit, on le voit aujourd'hui, les robots conseillers continuent à se développer. On a aujourd'hui un infime pourcentage des fonds sous gestion qui sont gérés par ces machines, mais c'est en augmentation constante. Donc on doit aussi s'y intéresser. Alors, évidemment, intelligence artificielle, développement de l'intelligence artificielle, tout ça, j'entends, nous occupe, mais comme on pourrait le dire ici, on n'y est pas encore, et j'aimerais vous le montrer à l'aide d'une petite séquence ici d'un client qui voulait s'adresser à sa banque, c'est un cas réel d'ailleurs, qui veut s'adresser à sa banque, et qui en fait veut atteindre le helpdesk. Et vous savez que maintenant, en attendant le helpdesk, finalement, on met des chatbots en place, c'est-à-dire des assistants virtuels qui peuvent répondre à vos questions. Voilà une petite expérience vécue. What if I have not received? What is the target time to answer the phone? Will someone answer the phone on your help desk? Why are you smiling when you can't answer simple questions? I'm still holding on the phone. Sorry, I didn't understand your question. Please, could you rephrase it? Bien, petite expérience qui finalement est peut-être arrivée à certains, qui est arrivée à certains d'entre vous peut-être. On voit que c'est pas encore la panacée et que l'intelligence artificielle n'arrive pas à régler tous les problèmes, mais, et on l'a vu dans les présentations précédentes, ceci devrait se régler plutôt rapidement, en réalité, puisque comme on peut le voir, on a une capacité exponentielle, on l'a vu tout à l'heure, exponentielle dans les machines à pouvoir finalement générer, calculer, trouver des solutions. On voit qu'au jour d'aujourd'hui, on est à même, j'entends, avec un ordinateur de simuler, j'allais dire, la capacité, on le voit ici, alors bon, je ne sais pas si ça indique quelque chose, mais j'entends le cerveau d'une souris, je ne sais pas combien calcule une souris, mais j'entends c'est ce qu'on arrive actuellement, 10 puissance 11 calculs secondes. Mais on voit que dans quelques années, en 2030, j'entends, un ordinateur pourra répliquer la capacité d'un cerveau humain, et voire même en 2050, un ordinateur tout seul pourra répliquer la capacité de tous les cerveaux humains. Et ça, c'est quelque part, j'entends, ce qui nous occupe et ce qui doit nous, j'allais dire, nous préoccuper aujourd'hui, c'est la capacité, j'entends, des machines à pouvoir répliquer ou faire mieux finalement que ce que nous pouvons faire au niveau humain. Donc, avec cette capacité des machines à pouvoir évoluer, la question qui se pose, c'est est-ce que finalement, voilà, ça va remplacer tous les jobs, et en ce qui me concerne, ça va remplacer tous les banquiers demain, et que finalement, ce métier va disparaître au profit de machines qui pourront faire de la gestion. Alors, pour pouvoir répondre à cette question au niveau de la banque, il faut d'abord catégoriser les métiers. Alors, je vais être assez simpliste, mais je dirais qu'on a 4 catégories de métiers principales au niveau d'une banque. La première, c'est évidemment la catégorie qui est en contact avec la clientèle.
donc je dirais les conseillers clientèle, qui sont là pour suivre, j'entends un client, qui sont là pour le conseiller dans toute sa vie, dans tous ses projets principaux en termes patrimoniaux. On a des contacts clientèle qui sont plus basiques, c'est ce qu'on trouve au jour d'aujourd'hui dans les agences, avec des personnes qui sont au guichet, des personnes qui sont dans du back-office, des personnes qui traitent de l'administratif, donc qui sont en contact, j'entends, mais qui font des tâches qui sont plus basiques. Petit problème avec le prompteur. Ensuite, nous avons des personnes qui ne sont pas du tout en contact avec la clientèle, mais qui ont, j'entends, des tâches d'analyse, des tâches, j'allais dire, de gestion du risque, du bilan, d'analyse de bilan et autres. Donc j'entends des tâches internes. Et puis aussi, vous allez me dire, évidemment, des tâches internes répétitives comme celui d'un archiviste, celui, j'entends, d'une personne de back-office qui traite des demandes de manière, j'allais dire, basique. Donc vraiment, de manière très caricaturale et très simpliste, 4 types de profils que nous trouvons dans la banque. Alors comment ces profils vont-ils être impactés par ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'intelligence artificielle? On le voit ici, tous ces métiers, ces nouveaux en fait, vont être impactés. Il y a quelque temps, on aurait dit que les métiers, quelque part, les métiers, j'allais dire, répétitifs, ou les métiers, j'allais dire, qui ne font que des tâches, j'entends, habituelles, vont être impactés. Ce n'est plus le cas. Tous les métiers, même les métiers à valeur ajoutée, ou j'allais dire à réflexion, vont être impactés par l'automatisation et la digitalisation. Par contre, on verra évidemment, et j'y reviendrai tout à l'heure, certains métiers qui vont disparaître, et d'autres métiers qui finalement vont apparaître, dont rien de nouveau. D'ailleurs, rien de nouveau, puisqu'en fait, on en parlait déjà dans le siècle dernier. Schumpeter parlait de destruction créatrice. Donc c'est un tout petit peu finalement ce qu'on retrouve ici dans la banque. Alors si on regarde maintenant les impacts de la technologie sur ces différents corps de métier, si l'on veut bien, de manière plus graphique, on voit que dans les métiers, j'allais dire, de base, ou les métiers répétitifs, ou les métiers finalement, j'entends, où on a des tâches qui sont automatisables, on va se retrouver avec évidemment une forte automatisation et une diminution très forte des emplois. Et là, on le voit déjà, vous entendez tous les jours d'ailleurs, des banques qui ferment des agences ou qui ferment, j'allais dire, des centres. Eh bien, c'est finalement la traduction de ce que vous voyez ici. Forte automatisation des tâches et réduction des emplois dans ces domaines. Au niveau des autres métiers, des métiers qui sont des métiers d'analyse, des métiers de crédit, des métiers, des juristes aussi et autres, sont aussi touchés par l'automatisation, ce qui est tout à fait nouveau. On trouve aujourd'hui la possibilité avec des algorithmes et avec des systèmes de pouvoir répliquer par exemple le travail d'un juriste et en fait de pouvoir traiter par exemple des contrats hypothécaires de manière automatique, j'entends, par des exemples, par des éléments et des algorithmes, ce qui n'était pas possible auparavant. Donc là, vous avez aussi un effet automatisation, mais qui est moindre par rapport évidemment au métier de base dont je parlais tout à l'heure. Et puis, vous avez la partie conseil. Et cette partie conseil, j'entends, va être nettement moins touchée que les autres. Et on l'a vu ce matin. Et j'aimerais appuyer ce point-là. Évidemment que l'intelligence artificielle va pouvoir, j'entends, émuler l'activité humaine. Bien sûr, j'entends qu'on va pouvoir répliquer et être auto-apprenant par rapport au contact qu'on a avec la clientèle. Mais ce ne sera pas possible, en tout cas pas dans un avenir que moi je verrai, peut-être certains d'entre vous le verront, j'entends, de pouvoir répliquer la thématique de l'émotion humaine, la thématique de l'anticipation, la thématique, j'allais dire, de l'empathie, la possibilité, j'entends, d'aller au-delà des besoins, j'entends, en essayant de comprendre la situation d'une personne. Ça, pour le moment, ce n'est pas réplicable. Et donc, évidemment, qu'on aura nettement moins d'impact, impact emploi, dans les métiers qui touchent au conseil clientèle. Ça, c'est les impacts. On voit que c'est très différent. Maintenant, ces tâches, il faut continuer à les faire. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire émergence de nouvelles compétences. Et ces nouvelles compétences dans la banque, c'est lesquelles? Alors, tout d'abord, pour ce qui est, et je dirais qu'on aurait pu mettre la partie technologique finalement sur les 4 domaines, puisque même dans le conseil, il faudrait évidemment pouvoir maîtriser la technologie. Mais je dirais qu'avant tout, dans les tâches de base, ou alors dans les tâches internes qui n'ont pas de contact avec les clientèles, on va devoir faire et on va devoir augmenter de manière extrêmement forte la compétence technologique. Pour être clair, au jour d'aujourd'hui, j'entends les tâches d'une personne à la caisse ou d'une personne de back-office sont de plus en plus, j'entends, faites soit par des algorithmes, soit alors j'entends, vous connaissez tous le bancomat finalement, ou alors j'entends par la banque en ligne, ou d'autres éléments de ce type. Donc ça veut dire que petit à petit, il faut d'autres personnes, je dis bien, il n'y a peut-être plus le caissier, mais il y a d'autres personnes qui doivent s'occuper de faire des systèmes, de construire des robots,
de construire, j'allais dire, ou de suivre, ou de mettre en place des systèmes experts qui permettent de traiter cette thématique et ces tâches bancaires. Pour ce qui est, j'entends, de la conception et de l'analyse, évidemment que là aussi, il y a besoin de systèmes experts qui vous permettent aujourd'hui, par exemple, de faire du trading automatique et de pouvoir répliquer finalement l'activité que faisait le trader il y a encore quelques années. Une autre compétence qui va être clé, et c'est peut-être une surprise pour vous, mais en réalité, il va falloir remporter les compétences techniques, les compétences bancaires. Le fait d'avoir beaucoup plus de données à disposition, le fait d'avoir, j'allais dire, toutes des informations que jusqu'à maintenant, vous avez un client qui vient, en général, il est mieux informé que vous encore par rapport à tout ce qui se passe, il a accès à toutes les informations, il a accès à toutes les simulations, il a accès à tous les produits. Donc ça veut dire que l'employé bancaire va devoir encore se spécialiser davantage ou être encore plus pointu dans sa capacité à pouvoir répondre aux besoins de clients s'il veut faire une différence par rapport à la machine. Donc les compétences bancaires, on pourrait penser que ça reste... c'est une importance moindre, deviennent encore plus importantes pour pouvoir gérer la multitude de demandes et la variété des situations auxquelles on est confronté. Et puis, dernier point, et pas des moindres, les compétences ou nouvelles compétences qui vont devoir venir, c'est ce que j'appelle la qualité de service renforcée, mais sous qualité de service, vous me voyez venir, c'est cette thématique, cette capacité à comprendre l'autre, cette capacité à mieux écouter, cette capacité, j'entends, à aller au-delà des besoins. Cette capacité, j'entends, à sentir et à pouvoir, quelque part, j'entends, répondre aux besoins des différents types de clients. Ça, c'est quelque chose, en tout cas dans le domaine bancaire, qu'on doit apprendre. Et c'est quelque chose qu'on doit développer. Donc, si vous voulez, tous ces métiers changent et donnent, j'allais dire, l'ouverture à de nouvelles compétences, des nouvelles compétences qui sont très clairement dans le domaine technique, très clairement dans le domaine des compétences pointues bancaires, techniques bancaires, finances bancaires, ingénierie bancaire et dans le domaine, j'allais dire, du service et des compétences, finalement, j'allais dire, d'interaction humaine. Donc, ça veut dire, finalement, que si on prend ces points, qu'est-ce qui va arriver à nos 4 employés caricaturalement que j'ai nommés ici? Si on regarde, notre caissière Mélanie et notre archiviste Cédric vont clairement être remplacés par Olivier, un informaticien ou un technicien, qui sera à même, j'entends, de construire des bancomates, qui sera à même, j'entends, de mettre en place des plateformes d'e-banking, qui sera à même, j'entends, de pouvoir mettre en place des systèmes de paiement automatique ou des éléments électroniques qui permettront, j'entends, de traiter les fonctions de base de la banque. Pour ce qui est de notre trader va être remplacé gentiment par un autre type de spécialiste qui est un ingénieur, finalement, ingénieur en informatique, une personne, j'entends, qui est à même de travailler sur les algorithmes, travailler sur les bases de données, et qui sera à même, j'entends, de créer des systèmes experts pour pouvoir justement faire du développement et pouvoir faire du trading. Et puis finalement, pour notre conseillère, en principe, on devrait la garder, notre conseillère, mais avec des compétences, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont autres que les compétences d'aujourd'hui, c'est-à-dire des compétences plus pointues en termes sociaux, en termes d'interaction, des compétences technologiques. On a essayé d'y mettre des Google Glasses, là. Donc, en fait, il faudra une capacité à maîtriser cette technologie parce qu'en fait, c'est avec celle-ci qu'on pourra mieux gérer les demandes de la clientèle. Et puis, en fin de compte, j'entends une compétence bancaire nettement plus pointue. Donc, voilà, quelque part, le futur proche, j'entends, de la banque auquel nous faisons face aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est finalement de la science-fiction ou bien est-ce que finalement je peins le diable sur la muraille? Ben, finalement, pas du tout. J'aimerais juste vous montrer quelques exemples concrets. Vous voyez qu'au Japon, par exemple, notre nouvel informaticien Olivier a déjà sévi, puisqu'en fait, dans la banque Mizuho, actuellement, il n'y a plus d'hôtesse d'accueil, il n'y a plus de caissier, mais il y a des robots apprenants, des robots qui s'appellent Pepper, entre autres, qui sont là pour accueillir les clients, pour pouvoir répondre à leurs demandes, pour pouvoir leur donner, j'allais dire, les informations de base avant de les aiguiller plus loin. Donc, c'est déjà de la réalité au Japon. Plus proche de nous, plus proche que le Japon en tout cas. Si vous regardez ce qui s'est passé à Goldman Sachs, dans les 6 dernières années, Goldman Sachs, au début des années 2000, employait 600 traders pour acheter et vendre des actions, et j'entends faire du trading. Au jour d'aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. Il n'y a plus que 2 de ces traders. Par contre, il y a 200 ingénieurs en informatique qui sont venus rejoindre cette équipe pour arriver au même volume de trading et au même volume, j'allais dire, d'affaires qui était généré auparavant par les 600 traders.
Donc voilà ce qui s'est passé au niveau d'un pan d'activité de Goldman Sachs qui est le trading et qui était j'allais dire une activité qui n'est pas des moindres. Pour être clair, chez Goldman Sachs, au jour d'aujourd'hui, 1/3 des emplois de Goldman Sachs sont de près ou de loin liés à l'informatique. De près ou de loin, chez Goldman Sachs. Donc, voilà un tout petit peu la preuve que nous sommes dans cette 3e, voire 4e révolution, ça dépend où on se place, et qu'on doit se préparer à pouvoir l'affronter pour pouvoir survivre, j'allais dire, dans cette compétition internationale qui fait rage, puisqu'en fait, je vous l'ai dit, en tout cas au niveau bancaire, il y a évidemment les banques traditionnelles, mais il y a aussi énormément d'entrants qui veulent une part du gâteau, énormément de fintech qui rentrent dans le marché et qui essayent de prendre une part du marché. Alors, du côté de notre banque, typiquement la BCV, qu'est-ce que nous faisons, j'entends, pour pouvoir anticiper ou finalement travailler sur ces défis? Le premier, c'est qu'évidemment, nous investissons fortement, et ce n'est pas une surprise, au développement des 3 catégories de compétences dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, d'une part, ces compétences technologiques, de les passer de manière nettement plus large au niveau de toute notre population bancaire, de manière à ce que tout le monde soit à l'aise avec le fait de travailler dans un environnement multicanal, digital, et être à même, j'entends, de maîtriser ces outils. L'autre, évidemment, la partie bancaire, je viens de le dire, j'y reviens tout à l'heure, et puis la partie, j'allais dire, interaction humaine, la partie sociale, la partie qualité de service. Comment on le fait concrètement ? La première, c'est évidemment au niveau technologique, on travaille de manière très étroite avec les PFL. On engage beaucoup plus de personnes qui viennent au jour d'aujourd'hui de les PFL, et pas seulement, comme c'était le cas dans le passé, pour travailler dans l'informatique ou travailler dans les domaines techniques, mais pour travailler au front. Travailler au front pour justement maîtriser toute cette thématique digitale, pour pouvoir maîtriser, j'allais dire, toutes ces données et pouvoir gérer ces bases de données de manière à pouvoir rendre, j'allais dire, dans le conseil clientèle, un rendu qui nous différencie des autres banques. Donc ça, c'est une partie sur laquelle on travaille. Au niveau des compétences bancaires, nous investissons énormément sur ce que nous appelons la certification. On vient de le dire tout à l'heure, les métiers échangent constamment, et c'est bien sûr le cas au niveau bancaire. Or, en tout cas, il y a quelques années, j'entends quelqu'un qui sortait de HEC, faisait sa formation bancaire, puis après, finalement, il était bon pour 20 ou 30 ans ou 40 ans. C'est fini. Ça, c'est fini, c'est-à-dire qu'on doit certifier les compétences de manière extrêmement régulière et en plus se mettre à jour de manière régulière, comme finalement un pianiste fait ses gammes. Et il ne sera plus possible demain de pouvoir conseiller des clients si vous n'êtes pas certifié. Donc on en vient vraiment à un élément même qui est régulatoire, c'est-à-dire sans certification, il n'y a pas de conseil possible. Donc ça, c'est un élément qu'on a pris en main et qu'on est en train de développer justement pour permettre, et c'est un autre point, à toutes les personnes qui sont dans l'entreprise de pouvoir se développer, de développer des compétences pour pouvoir être employables demain. Donc ça fait partie de ces certifications. Et un autre élément clé sur lequel on travaille, c'est la qualité de service, c'est l'empathie, c'est le service client, c'est l'écoute client, et ça, on le fait avec l'école hôtelière de Lausanne. On a la chance finalement d'avoir une des meilleures écoles, j'entends, en termes de service, et d'avoir, j'allais dire, une industrie qui, elle, a dû se réinventer justement pour pouvoir servir le client, pour pouvoir donner, on parlait d'expérience, une expérience unique. Donc, pour être clair, on forme nos gens à l'école hôtelière. On forme nos gens à l'école hôtelière en termes, j'allais dire, de qualité de service, en termes d'écoute, en termes, j'allais dire, d'empathie. Et pour être clair avec vous, aujourd'hui, nous engageons plus de personnes, j'entends, qui viennent soit de l'EPFL, soit de l'école hôtelière par rapport à des écoles à des emplois qui venaient de HEC. Avant, j'entends, c'était la voie royale. Maintenant, ça a changé. Donc, ça veut dire que quelque part, on va chercher cette compétence dont on parlait tout à l'heure, qui est cette compétence émotionnelle, sociale, d'écoute, et cette compétence technologique qui nous permet de faire face aux défis, j'entends, exponentiels de la machine dont on a parlé ce matin. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui et sur quoi nous travaillons. Alors, pour revenir au début de mon intervention, est-ce que c'est la fin du travail ? Alors, malheureusement ou heureusement, c'est pas la fin. C'est pas la fin du travail. Et vous l'avez vu, j'entends les avis divergent. On voit certains spécialistes ou experts qui vous disent, finalement, dans les années qui viennent, on va avoir une diminution de 40% de l'emploi. Il y en a d'autres qui disent que ça sera 10% de l'emploi. Si on va regarder les statistiques, finalement, dans les pays où il y a le plus haut taux de robotisation par tête, Suisse, Corée, Japon, on a le plus bas taux de chômage aussi. Donc, quelque part, voilà. On ne sait pas le scénario finalement, quel sera le bon scénario, mais ce qui est sûr en tout cas au niveau bancaire, c'est que ce n'est pas la fin du travail. Pourquoi ? Et je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, on va avoir évidemment des métiers qui vont disparaître,
mais nous allons avoir dans le même temps ou de manière légèrement décalée des nouveaux métiers qui vont apparaître avec des nouvelles compétences. C'est tout à fait clair et on le voit déjà aujourd'hui. Pour cela, évidemment, il faudra faire face à cette transformation du travail et donc, j'entends, à ces nouvelles compétences dont on a besoin aujourd'hui. C'est ça. C'est aller chercher ces compétences qui nous permettront de répondre et de nous différencier de la machine demain. Pour cela, et je crois que l'endroit est plutôt bien choisi aujourd'hui, il faut des formations adaptées. Et là, c'est vraiment un appel pour dire qu'il faut absolument, j'entends, que ces compétences soient développées le plus tôt possible. Il faut absolument, j'entends, et je m'étonne d'ailleurs, que dans des cursus scolaires au jour d'aujourd'hui, même jusqu'au niveau gymnasial, qu'on n'ait pas du tout, j'allais dire, de cours de base, j'entends, en termes d'informatique, en termes techniques, base de données ou autres, mais aussi, j'allais dire, dans des thématiques qui touchent à l'éthique, qui touchent à d'autres éléments, n'est-ce pas? Donc, quelque part, il faut absolument mettre ces éléments en place parce que c'est la seule façon pour nous de pouvoir répondre aux défis de demain. Et je lance un appel ici. L'appel est le suivant. Vous savez que nous cherchons, j'entends, ces compétences pour pouvoir nous développer. Nous cherchons, j'entends, des personnes à engager avec ces compétences. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut mettre des filières en place. Nous avons beaucoup de peine à les trouver en Suisse romande. Beaucoup de peine. Donc ça montre quelque part qu'il y a un manque et qu'il y a des compétences et des développements à faire pour pouvoir, j'entends, développer les employés qui permettront, j'entends, à l'entreprise de se développer demain. Donc voilà un tout petit peu 2-3 éléments, mais je dirais que on ne gagne pas les guerres en étant pessimiste, donc on va être optimiste et dire que je pense, et je suis persuadé que la Suisse est bien positionnée. Bien positionnée, pourquoi? Parce que nous avons finalement un système qui permet d'être très proche entre la politique, entre l'économie, entre le monde académique. Je crois que c'est vraiment une force qui caractérise notre pays. Nous avons des écoles, on en a une ici, mais on en a d'autres, notamment au niveau de l'arc lémanique, dont la réputation n'est plus à faire. Et donc, j'entends, à nous de nous retrouver les manches. Je pense que ce symposium, c'est le premier débat et le premier départ pour pouvoir aller dans cette direction. Je vous remercie pour votre attention. Il y a peut-être des questions pour Monsieur Cierdo. Oui, Madame, on va vous donner le micro car comme la conférence est enregistrée, voilà, si on n'a pas de micro, ça n'enregistre pas. Bonjour, je me permets de vous interpeller juste sur le sujet effectivement de l'industrie bancaire par rapport à toutes ces évolutions. Ma compréhension de votre exposé, c'est que finalement, on va demander aux collaborateurs du monde bancaire d'être non seulement très compétents techniquement, et ça c'est un postulat de base, mais également d'acquérir des compétences non cognitives de plus en plus importantes. Et excusez-moi. Du coup, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que l'industrie bancaire se positionne par rapport aux collaborateurs qui, eux, n'auront pas des compétences techniques très élevées. Donc, on l'a vu dans un petit peu le bas de votre tableau de départ. Et autant j'entends que l'industrie est prête à mettre de l'effort pour augmenter les compétences cognitives, augmenter la spécialisation. Par contre, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un effort particulier pour augmenter toutes les compétences pour permettre à des collaborateurs qui sont avec des compétences techniques de base de pouvoir évoluer. Donc en fait, le sentiment que j'ai, c'est que finalement, par rapport à l'industrie bancaire, on va demander à ces types de personnes de changer de domaine. Et bien, on ne va pas les accompagner. Bien. D'une part, merci pour votre question. Il y a deux réponses. Il y a deux parties de réponse que j'aimerais faire. J'ai une partie dure de dire que nous sommes une entreprise cotée. Nous sommes une entreprise, j'entends, qui est là, j'entends, pour se développer. Et que donc, quelque part, elle doit essayer d'aller trouver les compétences qui lui permettent de se différencier par rapport aux autres et au marché. Ça, c'est la réponse dure. Mais c'est une partie de la réponse aussi. Par contre, l'autre partie de la réponse, et elle est importante, c'est que nous avons finalement dans notre entreprise, et je peux en parler parce qu'en fait je le compare par rapport à d'autres instituts où je me suis trouvé, une longévité dans notre entreprise qui est extrêmement longue. Donc ça veut dire qu'il n'est pas rare d'avoir des employés qui sont chez nous, qui sont là depuis 30 ou 40 ans. 30 ou 40 ans. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas aujourd'hui que ça s'est transformé. Donc ça veut dire que ces personnes, elles ont suivi cette transformation et elles ont pu se recycler. Et en fait, pour répondre à votre question,
l'élément de la certification et la formation continue qu'on a mise en place, puisqu'en fait on a notre institut de formation continue, et j'y tiens énormément, c'est justement pour permettre à ces personnes dont vous parliez, qui sont peut-être dans des situations où j'entends on est dans des emplois qui vont disparaître à terme, de pouvoir retrouver d'autres emplois. Et j'ai quelques exemples pour vous. Alors évidemment, je ne peux pas vous dire il y en a 10 qui ont retrouvé un emploi. Ça, je ne peux pas vous le dire. Ça serait vous mentir. Donc certaines ont dû effectivement sortir de la banque, certaines se sont retrouvées dans d'autres industries. D'ailleurs, on parlait de l'industrie, j'entends, du service à l'humain, puisqu'en fait, pour être clair, toutes ces personnes qui ont été en contact de clients, j'entends, viennent avec une compétence très forte en termes d'interaction avec d'autres personnes. Donc j'entends, elles ont pu se recycler. Cela étant, dans, par exemple, des personnes qui étaient à la caisse ou des personnes qui étaient dans du back-office, on a aujourd'hui, avec le développement, j'allais dire, informatique, d'autres besoins de personnes qui comprennent, j'allais dire, l'interaction client. Typiquement, on développe actuellement des systèmes pour, par exemple, simplifier la démarche crédit. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Ou alors, des systèmes qui permettent, j'allais dire, de simplifier l'interaction avec les clients au niveau des paiements et autres. Toutes ces personnes, ou certaines d'entre elles, de par leur connaissance de la banque et finalement du client, sont utilisées et sont actives dans le développement, pas du logiciel en tant que tel, mais après du test du logiciel, de s'assurer, j'entends, que ce logiciel correspond à ce qu'on va voir au niveau du client. Donc ça veut dire qu'on les utilise finalement. On pourrait dire, si je fais une analogie, qu'on a quelqu'un qui était caissier qui est devenu testeur. Un caissier est devenu testeur, j'allais dire, de nouveaux logiciels qui vont permettre de faire son travail. Donc, on verra si ça dure. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des possibilités de trouver un autre travail au sein de l'entreprise grâce aux compétences qu'on a acquises durant les années. Et ça, j'y tiens énormément parce que, finalement, c'est toujours la même chose. Selon comment vous traitez ceux qui ont travailler 40 ans pour vous, eh bien, on vous traitera de la même manière peut-être dans 40 ans. Donc on tient, j'entends, à cette pérennité, à cette connaissance clientèle. Il ne faut pas oublier autre chose, je m'excuse d'être aussi lent dans ma réponse, mais elle me tient à cœur, c'est qu'une banque comme la nôtre, qui est une banque de proximité, ne peut pas faire n'importe quoi avec ses employés. D'ailleurs, aucune entreprise devrait le faire, mais c'est une autre discussion. Et donc, quelque part, j'entends, nous tenons vraiment à cette transformation. Et comme je viens de vous le dire, vous voyez que des possibilités s'offrent aussi pour ces catégories de métiers qui sont peut-être un peu moins, j'allais dire, ou un peu plus en danger par rapport à la digitalisation. Merci. Encore une question? Oui, madame. Non, il arrive. Merci. Bonjour, Anne-Laure Brison. Je ne travaille pas du tout dans la banque, donc j'ai apprécié votre présentation. Par contre, il y a quelque chose qui m'a profondément choquée. Le métier de conseil est pour la femme. L'informatique est pour l'homme. Nous parlons devant les étudiants qui sont donc les gens qui arrivent dans vos structures. Je pense que les jeunes aujourd'hui ont besoin de pouvoir rêver et qu'on ne peut pas leur parler avec les biais d'hier. Donc votre présentation serait améliorée si vous arriviez à aller au-delà de ce biais. Je vous remercie beaucoup, madame, pour cette remarque. Dans la présentation, au moment où on allait la faire, j'entends, on s'est demandé s'il fallait mettre aussi des personnes de couleur et d'autres, n'est-ce pas? Et je suis sérieux aussi, pour être clair avec vous, il n'y avait pas d'attention ou de biais, très clairement. Mais je vous remercie, vous avez raison, on pourrait mettre une femme comme informaticienne et un conseiller bancaire, ce que l'on a d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Et ce qu'on tend à développer à la Haute École de Gestion de Genève, par la même occasion. Parfait, je vous remercie. Une autre question? Beaucoup de questions, donc monsieur, et après deux questions là. C'est un monsieur, là, je crois que j'ai vu, qui a levé la main. Relevez la main pour qu'on vous retrouve. Ah ben non, ils ont passé de l'autre côté. Bonjour, j'avais une question. Vous parlez beaucoup de compétences ou de connaissances académiques, mais finalement, dans toutes ces stratégies ou cette vision, comment vous voyez le côté, ou valorisez le côté soft skills ? Alors, de nouveau, le soft skills, je ne l'ai peut-être pas assez éclairé, mais c'est cette thématique, j'entends, qui nous lie à l'école hôtelière, à toute cette thématique de qualité de service. Donc, on a développé des programmes avec l'école hôtelière justement pour travailler sur ces soft skills. Donc, être vraiment, j'entends, dans cet élément, j'allais dire, des éléments tout bêtes de politesse, d'écoute, d'intérêt à l'autre. Ça a l'air tout bête, mais j'entends, ça commence par là. Et donc, je n'ai peut-être pas assez développé cette thématique-là, mais c'est vraiment ces programmes qu'on a mis en place avec les HL, justement, et pas forcément avec une école de technique, puisqu'en fait, c'est là qu'on peut développer ces soft skills. Donc très clairement, c'est une des priorités de formation ou de développement que l'on a et que justement on développe avec les HL. Merci. Encore une question. Bonjour à tous. J'aimerais prendre un autre point de vue et me positionner du point de vue client,
parce qu'on a beaucoup parlé d'éthique, de valeurs, de sens. Je ne connais pas vraiment les valeurs de la BCV, mais j'imagine que vous êtes sûrement proche des clients avec cette volonté-là. On essaye. Du coup, comment est-ce que vous abordez la question de la gestion du changement par rapport aux clients qui viendraient à l'accueil et qui se trouveraient face à une machine et plus face à une vraie personne? Je pense notamment, typiquement, à mes grands-parents qui vont encore amener leur, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, pour payer les factures. Leur BVR. Au guichet, face à une personne et qui n'utilise pas du tout les machines e-banking ou même les machines où on peut scanner les BVR. Je vous remercie pour votre question et je vais être très clair avec vous, je ne crois pas à l'accueil par le robot. Et je ne crois pas non plus aux tests qui se font actuellement par certains de nos concurrents par rapport à des agences qui sont totalement digitalisées, où la personne vient, elle se retrouve avec un avatar. Il y en a une actuellement, si vous promenez du côté de Langenthal, un concurrent a fait des tests là-bas avec ce genre de succursale. Et j'y crois pas du tout, puisqu'en fait, quel est l'intérêt? Avec justement les capacités des machines à se déplacer dans une agence pour finalement travailler via un écran ou via un micro avec une vraie personne qui se trouverait dans un bureau centralisé. C'est totalement ridicule. Donc, je ne crois pas du tout à l'interface, j'allais dire, machine pour accueillir quelqu'un. Là, évidemment, et j'en reviens à une des premières questions, les impondérables économiques font que, évidemment, il faut qu'on essaye, j'entends, d'être rentable. Il est très, très difficile pour une banque comme la nôtre de maintenir des agences, j'entends, dans tous les coins du Pays de Vaud. Donc, ça veut dire qu'on doit essayer de trouver des solutions pour justement que ces agences continuent à vivre parce qu'on a besoin de cette proximité. Donc, en fait, la machine, je la vois totalement comme un prolongement de l'humain. Ça veut dire quoi en concret? Ça veut dire que finalement, on va garder l'agence de Châteaudet, pour être clair avec vous, pour... si vos grands-parents ou la famille est là-bas, ben voilà, ils pourront s'adresser à la personne qui est à Châteaudet. Mais j'allais dire, nos outils technologiques vont permettre aux différentes personnes de prendre des rendez-vous, j'allais dire de manière digitale, ou j'entends pourra prendre par téléphone des rendez-vous, ce qui nous permettra, j'entends, de cibler l'utilisation de nos personnes et de nos compétences, et pas avoir des personnes qui, malheureusement, dans des endroits reculés, n'ont pas de travail ou passent 50% de leur temps à attendre le client. Ça, on peut plus le permettre. Donc, pour répondre à votre question, non à l'accueil digital, parce que j'y crois pas, on se différenciera jamais avec des robots ou autres. Par contre, oui aux robots ou alors aux machines qui permettent quelque part d'améliorer la productivité de nos conseillers. Donc, vous voyez que c'est pas antinomique avec la proximité. Je vous remercie, Monsieur Cierdeau.